veuf noir en faillite, a acheté une jeune fille de 19 ans qui était vendue aux enchères par son père et sa mère. 20 $ pour le dernier lot de la journée. Une jeune fille de 19 ans, en bonne santé et obéissante, a annoncé le shérif. Sa voix, résonnant à travers la place poussiéreuse de Lakewood Springs. Le fils de juin a battu sans pitié, tandis que les habitants de la ville regardaient, certains dans un silence gêné, d'autres avec un intérêt morbide pour le spectacle grotesque qui se déroulait devant eux. Isaiah Montgomery. Un veuf de 42 ans et le seul homme noir qui possédait des terres dans la région, se tenait à l'arrière de la foule, les poings serrés. La jeune femme sur la petite plateforme de fortune gardait, les yeux fixés sur le sol, ses cheveux ébouriffés couvrant partiellement une ecchymose récente sur sa joue. Ses parents. Un couple épuisé par une vie difficile regardèrent la scène avec des expressions vides. 25 $, cria une voix de cheval de l'autre côté de la rue. Frank Holloway, propriétaire de la taverne locale, leva la main avec un sourire qui ne cachait pas ses intentions. La fille tremblait visiblement. 30 $. Une deuxième voix s'éleva. Walter Schmidt, un agriculteur connu pour son tempérament violent, surtout après quelques verres. Isaiah ferma brièvement les yeux. 30 $ était pratiquement tout ce qui lui restait après la sécheresse qui avait dévasté sa petite plantation. C'était l'argent qu'il avait mis de côté pour les semences de la saison suivante. C'était sa dernière chance de sauver la terre qu'il avait travaillé si dur pour acquérir après la mort de sa femme. D'Isaïe coupa le murmure de la foule, un silence absolu tomba sur la place. Des dizaines de visages blancs se tournèrent simultanément dans sa direction. Des expressions de choc et d'indignation à peine contenues. Le père de la jeune fille plissa les yeux, sa bouche se tordit dans un mélange de mépris et d'avidité. « Je ne donnerai pas ma fille à un Isaiah de 70 $, interrompu en s'approchant du centre en pièces d'or. Maintenant, le shérif s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise, Monsieur Montgomery. Je ne pense pas que tu sois libre. La loi dit qu'un homme libre peut participer à une vente aux enchères publiques. Isaiah a dit sans détourner le regard, à moins que tu veuilles expliquer à un juge fédéral pourquoi tu as refusé l'enchère la plus élevée pour la première fois depuis le début de la vente aux enchères. » La jeune femme a levé les yeux un bref instant. Son regard a croisé celui d'Isaiah. Il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait que de la résignation et une lassitude trop profonde pour quelqu'un d'aussi jeune. 110 $, une fois que le shérif a annoncé à contre-cœur, Holloway et Schmidt ont échangé des regards, mais personne d'autre n'a fait d'offre vendue. Le shérif a déclaré en frappant son petit gavle. La place a éclaté en murmures indignés, alors qu'Isaiah s'approchait pour finaliser le paiement des flashs de souvenirs l'assaillirent. Sa défunte épouse Abigail, humiliée sur la même place des années auparavant, lorsqu'ils tentèrent de les chasser de la ville. La simple tombe où elle avait été enterrée 2 ans auparavant, victime d'une pneumonie qu'aucun médecin local n'avait voulu soigner la solitude suffocante de sa cabane depuis lors. La jeune femme descendit du quai d'un pas hésitant. Isaiah voyait d'autres ecchymoses plus anciennes sur ses bras. Elle garda les yeux baissés, comme si elle avait appris à ses dépens que lever les yeux signifiait une punition. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en gardant une distance respectueuse. « Sarah » répondit-elle dans un murmure presque inaudible. « Sarah Collins. » Isaiah hocha la tête. « Je suis Isaiah Montgomery. »« Je sais qui tu es, » répondit-elle, le surprenant. Alors qu'il commençait à s'éloigner de la place, les murmures de la foule devinrent plus forts. « Bon Dieu, ils ont vendu la fille à un homme noir. Cela ne finira pas bien. Quelqu'un devrait faire quelque chose. » Isaiah sentit le poids des regards hostiles comme des couteaux dans son dos. Sarah marcha un pas derrière lui comme si elle avait été entraînée à le faire. Alors qu'il passait devant la taverne, Frank Holloway cracha par terre. « 70 $, c'est un prix élevé pour quelque chose que vous ne pourrez pas garder longtemps, Montgomery, » railla-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Isaiah ne répondit pas. Il continua de marcher vers le chariot garé à la sortie de la ville où son vieux cheval attendait patiemment pendant qu'il aidait Sarah à monter. Il remarqua qu'elle tremblait, non pas de peur de lui,
mais de quelque chose de pire, l'attente, de ce qui allait arriver, basé sur tout ce qu'elle avait déjà enduré. « Je ne te ferai pas de mal, » dit-il à voix basse, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Tu as ma parole. » Pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. Ses yeux reflétaient non seulement la douleur, mais aussi une étincelle. Isaiah reconnut immédiatement la même détermination silencieuse qui l'avait maintenu en vie dans un monde qui voulait sa mort. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Isaiah ne répondit pas tout de suite. Il démarra le chariot avant de dire « Parce que je sais ce que c'est que d'être traité comme une marchandise ». Alors que le chariot s'éloignait de la ville sous le regard hostile de la résidence, personne ne remarqua le petit objet métallique que Sarah cachait dans sa chaussure usée, ni le regard qu'elle échangea brièvement avec une silhouette dans l'ombre. Il y avait bien plus chez cette jeune femme silencieuse que quiconque aurait pu imaginer. Quelque chose qui changerait à jamais le destin de Lakewood Springs. Isaiah se trouvait à 9,5 km de la ville, isolé au milieu de champs arides et d'une petite forêt de chênes. À leur arrivée, le soleil s'était couché, plongeant le paysage dans des ombres bleues. Sarah examina silencieusement la propriété. La structure modeste, mais bien entretenue. La petite grange. Le puits en pierre entouré d'un jardin ravagé par la sécheresse. « Ah, c'est ici !» dit Isaiah en descendant du chariot. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Personne ne vous dérangera ici. » Sarah resta immobile sur le chariot. Ses yeux calculèrent les distances, évaluant les issues de secours comme un animal acculé. Lorsqu'elle descendit enfin, elle se tint à quelques pas de lui. « Il y a une pièce au fond, » expliqua Isaiah. « C'était à mon fils. Elle était fermée à clé à l'intérieur. » La mention d'un fils fit froncer les sourcils à Sarah. « Votre fils Jacob est mort d'une pneumonie de sa mère il y a 2 hivers. » Isaiah répondit d'une voix dénuée d'apitoiement sur lui-même. Il avait 5 ans. À l'intérieur de la cabine, une lampe était déjà allumée sur la table centrale, signe que quelqu'un était passé récemment. Sarah remarqua le détail. Sa posture se raidit instantanément. « Attends ici !» dit Isaiah. Remarquant sa tension, il inspecta rapidement la maison avant de se détendre. Ruth était là. Elle laissa de la nourriture au nom. Sarah réagit. Ruth Wilkins, la sage-femme. Isaiah hocha la tête surpris, tu la connais. Elle a accouché de ma mère une fois. Sarah répondit évasivement. La cabine était simple mais organisée avec une précision méticuleuse, des livres parfaitement alignés sur des étagères de fortune, une table en cèdre noirci par le temps, mais polie jusqu'à briller. Ce n'était pas l'environnement chaotique d'un homme vaincu, c'était le refuge discipliné de quelqu'un qui refusait d'abandonner. « Tu as l'intention de courir ce soir, n'est-ce pas ?» Isaiah demanda calmement pendant le dîner. Sarah figea son corps tendu comme une corde de violon sur le point de casser. « Je ne vous blâme pas, » continua-t-il. « Mais il y a 3 hommes qui patrouillent dans la forêt de l'Est, des chasseurs de primes embauchés par le maire après que 3 esclaves se soient échappés de la plantation Sullivan. »« Je ne suis pas un esclave, » rétorqua Sarah. « Non, tu ne l'es pas. » Isaiah acquiesça, mais essaie d'expliquer cela à ses hommes. Dans le noir, le lendemain matin, Sarah trouva la maison vide et la porte déverrouillée. Elle n'était pas prisonnière. Par la fenêtre, elle vit Isaiah travailler dans le jardin desséché, essayant de raviver les plantes mourantes avec l'eau du puits, tout en cherchant de l'argent ou des objets de valeur dans la maison. Sarah trouva quelque chose d'inattendu. Un livre de loi fédéral marqué à plusieurs endroits avec des notes méticuleuses à côté. Il y avait des lettres signées par un professeur Williams de l'Université de Boston. Avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, elle entendit des chevaux s'approcher. 3 cavaliers entrèrent sur la propriété. Sarah reconnut Frank Holloway, accompagné de Walter Schmidt et d'un 3e homme qui était élégamment vêtu et avait une expression amicale calculée. Isaïe laissa tomber sa houe et marcha vers eux, debout, le visage impassible. « Montgomery, » dit Holloway avec une fausse cordialité, « nous sommes venus vous présenter M. Davis, le nouveau juge du comté. » L'homme de grande taille inclina,
la tête en guise de salutation, mais celle-ci n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Montgomery, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Nous effectuons une inspection de propriété, a expliqué le juge Davis, pour mettre à jour les registres du comté. Mes impôts sont payés, a répondu Isaiah. Ils le sont toujours. Ce n'est pas une question d'impôt. Schmidt intervint avec un sourire malicieux. C'est une question d'adéquation. Les terres improductives peuvent être réquisitionnées pour une utilisation plus efficace. Davis a expliqué. Sarah a regardé Isaiah. La mâchoire se serra, bien que son expression soit restée neutre. Cette propriété est enregistrée à mon nom depuis 1869 avec tous les documents appropriés. Les temps changent. Montgomery Holloway a ri. Les lois ont changé. Lorsque les hommes sont finalement partis, Sarah a confronté Isaiah. Ils veulent votre terre, ils l'ont toujours eue, a-t-il répondu en retournant à son travail comme si de rien n'était. Pourquoi? Elle est pratiquement ruinée par la sécheresse. Isaiah a hésité car il y a quelque chose ici qui vaut bien, plus que quelques hectares de terre sèche. Cet après-midi-là, Ruth Wilkins arriva dans son chariot couvert. C'était une femme noire d'âge moyen, au port imposant et au regard perçant. Elle apportait des provisions, des graines et des nouvelles. Le nouveau juge a visité 5 propriétés aujourd'hui, rapporta-t-elle en examinant les ecchymoses, de Sarah. Toutes appartiennent à des Noirs ou à des immigrants. Isaiah hocha la tête, comme pour simplement confirmer ses soupçons. Ruth lui tendit une enveloppe scellée. Arrivée aujourd'hui par télégraphe. Jenkins me demanda de la lui remettre discrètement. Tandis qu'Isaiah lisait, son expression se transforma en une détermination froide. « Sarah, appela-t-il, j'ai besoin de savoir exactement ce que vous avez entendu lors des réunions de votre père avec le maire Marshall. » Le choc sur le visage de Sarah fut momentané. « Comment le savez-vous? » ?»« Pourquoi ?» intervint doucement Ruth. « Vous n'êtes pas la première jeune femme que nous essayons d'aider à échapper à cette famille. » C'est alors que Sarah a compris qu'elle n'avait pas acheté une fille lors d'une vente aux enchères cruelle par compassion aléatoire. L'objet dans sa chaussure, une petite clé ornée, semblait soudainement infiniment plus lourd. Mon père garde un livre rouge enfermé dans son bureau. Elle a finalement révélé les relevés de paiement. Nom. Date. Le maire Marshall organise quelque chose de grand. Quelque chose impliquant le juge Davis et un terrain le long de la rivière. Isaiah et Ruth ont échangé des regards. C'est pour cela que son père était prêt à la vendre aux enchères si publiquement. Sarah a hoché la tête. La première larme s'est enfin échappée. J'en ai trop entendu, j'en ai trop vu. En ville, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre à propos de l'homme noir qui a osé acheter une fille blanche, à propos des visiteurs nocturnes suspects dans sa propriété, à propos de la proximité de la ligne de chemin de fer qui relierait le comté aux mines nouvellement découvertes. Personne n'a remarqué le petit livre rouge manquant dans le « livre de Monsieur la Maison de Collins » ou les messages codés envoyés par télégraphe, tard dans la nuit. Ce que les puissants de Lakewood Springs ne savaient pas, c'est que parfois ceux qui sont considérés comme invisibles sont ceux qui voient le mieux, et que la révolution ferroviaire ne commence pas par des cris, mais par des murmures dans l'ombre et des plans tissés par des mains qui n'ont rien à perdre, seulement un avenir à revendiquer. Pendant des jours après la visite du juge Davis, une tempête inattendue a éclaté sur Lakewood Springs. Personne n'a remarqué la petite silhouette se déplaçant à l'arrière de la mairie pendant le chaos. Un manteau sombre la protégeait des regards indiscrets. Sarah Collins, que tout le monde pensait confinée car la propriété d'Isaiah Montgomery avait infiltré le cœur du pouvoir local. La clé dans sa chaussure volée sur le bureau de son père des semaines plus tôt a finalement trouvé sa place dans le bureau du maire. Pendant ce temps, Isaiah entrait dans le bureau du télégraphe complètement trempé. Jenkins, l'opérateur, avec une sympathie silencieuse pour les marginalisés, hocha simplement la tête. « Le fil est ouvert pour Boston », dit-il tranquillement, laissant Isaiah seul avec la machine le lendemain matin. Le soleil brillait sans pitié.
Le maire Marshall, le juge Davis et 3 riches fermiers se réunirent à la taverne Holloway, visiblement tendus. « Que voulez-vous dire par « disparu » siffla le maire, pâle comme un fantôme. « Les documents ne disparaissent pas comme ça. » « L'armoire était verrouillée, répondit le juge nerveusement en tirant sur sa cravate. « Personne d'autre que vous n'a la clé. » Frank Holloway se servit une autre tournée de whisky. « Et le noir Montgomery? J'ai toujours su que ce type était un danger. »« Impossible, » rétorqua Marshall. « Il n'entrerait jamais à l'hôtel de ville sans se faire remarquer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, 6 exemplaires des documents volés étaient affichés aux entrées de l'église, du marché et de l'hôtel de ville. Ruth Wilkins, avec l'attitude calme de quelqu'un accomplissant des tâches quotidiennes, affichait les documents qui révéleraient la conspiration. Un projet d'expropriation de terres stratégiques avant l'annonce officielle de la ligne de chemin de fer. Lorsque les cloches de l'église ont sonné 10 heures, un train spécial est arrivé à la petite gare. 3 hommes en costume impeccable sont descendus, un représentant de la Continental Railroad Company, un officier fédéral du ministère de l'Intérieur et un journaliste du Boston Globe. Ils ont été accueillis par Isaiah, qui les a conduits sur Main Street, où une foule se rassemblait déjà autour des pamphlets. Le buzz a grandi à mesure que les citoyens ordinaires ont découvert l'ampleur de la corruption documentée dans le Collins. « Red Book, c'est un faux !» cria le maire Marshall en apparaissant à la porte de la taverne. « Des mensonges fabriqués, y compris votre signature sur chaque page. Ou peut-être que la carte détaillant comment vous aviez l'intention de détourner le tracé original du chemin de fer au profit de terres acquises illégalement et falsifiées. » Walter Schmidt essaya de s'échapper par l'arrière, mais trouva... Le shérif qui lui bloquait le passage, « Le saviez-vous » demanda Schmidt incrédule. « Pas tout » répondit le shérif, mais suffisamment pour ne pas arrêter ce qui se passe. La foule grandissait, des visages qui auraient normalement détourné le regard d'Isaiah le fixaient maintenant avec un mélange de choc et de respect réticent. Mais la véritable surprise est venue lorsque Sarah est sortie de l'église, accompagnée du révérend Thornton. Cette jeune femme a annoncé... Le révérend, au péril de sa vie, a fourni des preuves cruciales de crimes qui affectent tous les citoyens de cette ville. Sarah se tenait droite, les yeux rivés sur le regard furieux de son père qui venait d'arriver. « Vous » grogna Collins en se précipitant vers elle. « Je ne ferai pas ça » intervint l'agent fédéral. « Votre fille nous a déjà fourni suffisamment de détails sur la façon dont vous et le maire avez falsifié des documents de propriété appartenant à au moins 7 familles au cours des 2 dernières années. » Un télégramme fut remis publiquement au juge Davis. Le barreau du Massachusetts souhaite vivement découvrir comment un homme expulsé pour faute judiciaire exerce désormais les fonctions de juge dans un autre État. Le journaliste a noté « Vous ne pouvez pas faire ça !» a sifflé le maire en regardant frénétiquement autour de lui. « Cette ville m'appartient. » « Appartient !» a corrigé le représentant des chemins de fer. La Continental Company est particulièrement intéressée par la fuite prématurée de nos plans confidentiels. Le chaos qui s'ensuivit fut méticuleusement documenté. La tentative d'évasion ratée du maire, les aveux désespérés de Holloway, les cris de colère de Collins lorsque les policiers confisquèrent le livre rouge de son domicile. Le moment le plus extraordinaire fut celui où Sarah confronta son père en public. « Vous m'avez vendu », déclara-t-elle sans broncher. « Comme si j'étais moins qu'humaine, tout comme vous avez vendu la dignité de cette ville. » Collins, acculé, révéla l'étendue de sa cruauté. « À quoi vous attendiez-vous? Votre mère s'est enfuie? » Parce qu'elle ne supportait pas de vous regarder. Le souvenir vivant de notre erreur. Vous n'avez jamais valu l'air que vous respiriez. Le silence qui suivit fut rompu par la voix calme d'Isaiah. Chaque personne sur cette place vaut exactement la même chose, monsieur. Collins, c'est la vérité que vous avez essayé d'enterrer. La dignité humaine n'a pas de prix. Alors que les conspirateurs étaient arrêtés, l'agitation ne fit que grandir. Certains exigeaient une justice immédiate. D'autres, y compris ceux qui auraient autrefois méprisé Isaiah, cherchaient maintenant à s'associer à une victoire morale.
Peu de gens remarquèrent la conversation tranquille entre le représentant des chemins de fer et Isaiah, ou la façon dont l'officier fédéral examina soigneusement les titres de propriété de Montgomery. Personne ne remarqua le regard échangé entre Ruth et Sarah lorsque le journaliste demanda à les interviewer. La ville avait été ébranlée jusqu'à ses fondations, mais une question restait en suspens, murmurée dans les coins de la place alors que la foule se dispersait. Comment un homme noir et une jeune femme qui avaient été vendus avaient-ils réussi non seulement à survivre, mais à vaincre les hommes puissants qui contrôlaient tous les aspects de cette société? La réponse était écrite dans les papiers exposés, dans les lettres échangées avec Boston, et dans le plan qui avait commencé bien avant la vente aux enchères, un plan dont les graines avaient été plantées des années plus tôt lorsqu'un professeur d'université avait rencontré un ancien esclave déterminé à changer le monde une lettre à la fois. Mois après le jour qui a changé. Lakewood Springs pour toujours. Le soleil s'est levé sur une ville transformée, la gare ferroviaire, autrefois un simple projet utilisé à des fins de manipulation, se dressait, désormais réelle et imposante au bord de la propriété d'Isaiah Montgomery. Sa terre, loin d'être confisquée, était devenue le centre de la nouvelle route commerciale. Une décision prise par la Continental Company, après avoir découvert que la route originale proposée par le maire Marshall traverserait des terres instables. La modeste cabane d'Isaiah partageait désormais l'espace avec une école. Ce qui avait commencé comme des cours de fortune pour 3 enfants noirs rejetés par le système éducatif de la ville, s'est rapidement transformé en une institution qui a attiré des familles des communautés voisines. Sarah Collins, ou plutôt Sarah Montgomery, comme on l'appelait désormais après une simple cérémonie de mariage célébrée par le révérend Thornton, dirigeait les cours avec la même détermination tranquille qui avait fait tomber un empire de corruption. « Je n'aurais jamais imaginé que j'enseignerais un jour », a-t-elle déclaré un après-midi en regardant les 20 étudiants noirs, blancs et immigrants sous le grand arbre qui leur servait de salle de classe lors des journées chaudes. J'étais toujours la fille qui pouvait à peine lever les yeux quand quelqu'un lui parlait. Isaiah, qui construisait de nouvelles tables pour la salle principale, sourit. « J'ai toujours su que tu avais du feu en toi. Tu avais juste besoin d'air pour respirer. » L'ancien maire Marshall purgeait une peine dans un pénitencier d'État, condamné pour fraude et extorsion. Le juge Davis, démasqué, s'était enfui au milieu de la nuit, mais des rumeurs disaient qu'il avait été arrêté à Chicago sous un faux nom. Frank Holloway avait perdu sa taverne au profit de créanciers et travaillait maintenant comme débardeur sur une rivière lointaine. Quant au père de Sarah, Collins, l'humiliation publique avait conduit à un déclin qui l'avait transformé en l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Il vivait désormais de faveur, une figure pathétique que tout le monde évitait. Nous avons reçu une réponse de Benson, a annoncé Ruth Wilkins lors du dîner hebdomadaire qui réunissait le groupe central responsable de la transformation de la ville. Jenkins, l'opérateur télégraphique, et le shérif Jensen, qui avait finalement trouvé le courage d'être du bon côté de l'histoire, ont complété le groupe. Benson, le professeur de l'Université de Boston, qui, des années plus tôt, avait reconnu le génie juridique d'un ancien esclave autodidacte cherchant à comprendre ses droits. Le même homme qui avait suggéré à Isaiah d'acheter ce terrain particulier, apparemment sans valeur, des décennies avant que le chemin de fer ne devienne une réalité. Il accepte notre proposition d'élargir le projet éducatif, a poursuivi Ruth. 15 bourses pour les jeunes d'ici. 15 vies transformées, a murmuré Sarah, sa main touchant inconsciemment la petite cicatrice sur son poignet. Un rappel d'une vie antérieure qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Le lendemain, lorsque le premier train commercial est officiellement arrivé, à la gare de Lakewood Springs, une petite cérémonie a eu lieu. Le nouveau maire, un homme d'affaires honnête élu après une élection spéciale, a prononcé des paroles de progrès et de renouveau, mais tous les regards étaient tournés vers les Montgomery, debout discrètement sur le côté. « C'est grâce à vous », a chuchoté une femme âgée à Sarah.
La même dame qui avait détourné le regard en la voyant dans la rue il y a des mois. Mon fils a trouvé un emploi à la gare. Il n'aurait jamais pris un garçon comme lui auparavant. Son fils, un jeune homme avec une jambe plus courte que l'autre, a salué joyeusement de l'autre côté du quai, portant fièrement son uniforme de cheminot. « Nous ne l'avons pas fait seul, » répondit Sarah avec un sourire sincère. « C'est ce qu'ils ne comprennent pas à propos de la justice, » expliqua Isaiah plus tard, tandis qu'ils rentraient chez eux sous le ciel orangé du soir. Il ne s'agit pas seulement de punir les coupables, il s'agit de construire quelque chose de meilleur sur les ruines. Sarah cessa de regarder la ville qui s'étendait en contrebas, les lumières commençant à scintiller aux fenêtres. « Quand j'étais sur ce quai vendu comme un animal, tout ce que je voulais, c'était me venger, » confessa-t-elle. « Je voulais que tout le monde souffre comme moi. » Isaiah hocha la tête, compréhensif. « Et maintenant, je comprends que la vraie liberté ne consiste pas seulement à briser les chaînes, mais à construire une table où chacun peut s'asseoir. » Elle regarda l'homme qui avait tout risqué pour elle, non par pitié, mais par principe. Ils ont essayé de nous convaincre que nous ne valions rien, que j'étais juste une marchandise, et que vous n'étiez qu'un intrus sur cette terre, et nous avons fini par prouver que notre valeur n'était jamais à vendre, ajouta Isaiah. À l'horizon, les tours de la nouvelle gare se détachaient sur le ciel flamboyant, symbole d'une économie qui bénéficiait désormais à tous, pas seulement aux puissants. Dans les salles de classe, des cartes et des livres promettaient un avenir inimaginable quelques mois plus tôt, et à l'hôtel de ville, où des plans d'exploitation avaient autrefois été élaborés, un conseil diversifié se réunissait désormais chaque semaine pour discuter des améliorations à apporter à la communauté. Aucun d'eux n'aurait pu prédire comment cet acte désespéré sur une place poussiéreuse, un homme noir achetant une jeune femme aux enchères, deviendrait l'étincelle qui non seulement enflammerait la corruption établie, mais allumerait également un feu qui illuminerait désormais des centaines de vies. La véritable révolution qu'Isaiah avait l'habitude de dire à ses étudiants ne consiste pas à abattre des murs, mais à construire des ponts là où il n'y avait autrefois que des gouffres dans une société construite sur des divisions. Isaiah et Sarah avaient prouvé que la véritable dignité humaine transcende la race, la classe et les circonstances. Lorsque des personnes considérées comme inférieures refusent d'accepter les limites qui leur sont imposées par d'autres, des mondes entiers peuvent être transformés. « Ils ont essayé de nous briser », disait Sarah aux nouveaux étudiants le premier jour de cours, mais ils ont oublié que parfois les choses brisées reflètent la lumière de la même manière que les choses entières.